Elon Musk en parle, il dit toujours on enverra des hommes sur Mars. Je pense qu'il est obsédé par ça et que tout le reste n'est qu'un moyen pour y arriver. Personne ne peut lui enlever ce qu'il a réalisé dans le spatial. Il a révolutionné le spatial. Avec quel lanceur, avec quelle fusée il compte faire ça? L'homme, c'est le point fragile du dispositif. L'essai ne sera jamais acceptable pour la NASA et probablement pas même pour Trump. Je pense qu'on verra des êtres humains mourir ou sur Mars ou dans les tentatives d'aller vers Mars. Il n'est pas toujours facile de les différencier. Rien ne ressemble plus à une fusée qu'une autre fusée. Cyril, est-ce qu'on peut faire le point en images sur les différents modèles de fusées qui se concurrencent aujourd'hui dans notre ciel? Et puis je vous demanderai laquelle peut nous emmener jusqu'à Mars. Aujourd'hui, il y a une fusée qui écrase tout et qui lance, je pense, à peu près la moitié du tonnage de ce qu'on envoie chaque année dans l'espace. C'est la Falcon 9. Elle est vraiment très simple, c'est la fusée presque telle qu'on l'imagine dans un dessin d'enfant, en fait, avec toute droite, avec une coiffe au sommet pour mettre des satellites. Elle a que 2 étages. Alors la grande nouveauté, c'est les pieds. Les pieds qui sont déployables en bas, là, et qui permettent de revenir et de se poser. Ça, c'était l'incroyable innovation de SpaceX pour la Falcon 9. Donc Falcon 9, donc 237 lancements en 2024, c'est ahurissant. On en est là à pas loin de 500 lancements, je crois, depuis sa mise en service. C'est une réussite. Il y a moins de 10 ans, quoi. C'est un succès incroyable. C'est plus qu'une réussite. C'est plus qu'une réussite, c'est une fusée qui écrase le marché et les concurrents, ils essayent de faire aussi bien et pour le moment, il y a personne qui arrive. Donc ça reste incroyable. Mais ça suffit pas pour Elon Musk. Donc à un moment, il a tenté de faire plus gros avec Falcon Heavy. Falcon Heavy, très schématiquement, c'est 3 premiers étages de Falcon 9 accrochés les uns aux autres pour plus de puissance. Ça fait 27 moteurs fusés au décollage. C'est hyper spectaculaire. Ça fait des images incroyables quand les 2 boosters reviennent se poser à quelques secondes d'intervalle. Si vous vous souvenez de ces images, mais c'était ahurissant, c'était magnifique. Parfois ça échoue et c'est tout aussi spectaculaire. Voilà. Et le truc, c'est que Falcon Heavy, le petit souci de Falcon Heavy, c'est qu'on ne peut pas récupérer l'étage central. Et que c'est plus compliqué qu'on pense apparemment. Et que c'est bien plus compliqué que d'avoir 3 Falcons accrochés les unes aux autres. Exactement. À quoi ça sert alors d'avoir une Falcon Heavy plus lourde? C'est vraiment pour les missions interplanétaires où on envoie des charges plus loin et si on va envoyer un vaisseau un peu plus lourd. Ça permet d'envoyer une sonde énorme de la NASA en trajectoire directe vers Jupiter, par exemple, ce qui était inconcevable avec une fusée avant. Donc on peut envoyer, je crois, 25 tonnes sur les trajectoires interplanétaires. C'est ahurissant, enfin c'est énorme. Mais elle coûte trop cher, cette Falcon Heavy, et apparemment elle n'est pas si efficace que ça, donc elle vole très peu. Donc l'étape d'après qu'a imaginé Elon Musk il y a déjà 10 ans... C'est encore plus gros. C'est encore plus gros. C'était une fusée géante qui serait plus grosse que la fusée Saturn V des missions Apollo, c'est celle qui avait emporté les astronautes américains vers la Lune dans les années 60, années 70. Les plans ont beaucoup changé, là, mais il reste un peu l'idée de base, c'est d'avoir un énorme corps central qui est presque plus gros que Falcon 9, qui est plus lourd, 9 mètres de diamètre, 33 moteurs. 33 moteurs. 33 moteurs. Les moteurs, de chacun, c'est 200 tonnes de poussée. Et surmonté par un vaisseau qui s'appelle Starship, comme la fusée, c'est un peu troublant, mais c'est comme ça. Et Starship, lui aussi, là l'idée, c'est d'avoir quelque chose de réutilisable qui vient se reposer à la verticale. Donc les ailes ne servent qu'à s'orienter et à revenir un peu en vol planant avant de revenir se poser à la verticale. Et le gros problème de la navette qui partait sur une fusée, sur une grosse fusée, c'est que si vous avez un problème au décollage, par exemple, il n'y a pas de possibilité d'éjection automatique. Et donc, du coup, en cas d'accident, vous perdez tout le monde, ce qui a été un traumatisme quand c'est arrivé. C'était un rêve futuriste incroyable, l'idée d'avoir un avion spatial réutilisable. Et en fait, ça a été un échec technique et un échec économique. Échec technique parce qu'il y a eu 2 accidents mortels en 120 lancements, c'est beaucoup trop. On peut le rappeler. Donc c'était Challenger, colombien en 2003. À chaque fois, il y avait 7 personnes, 7 membres d'équipage à bord qui sont morts. C'est un traumatisme, c'est 2 traumatismes très profonds à la NASA et qui étaient la conséquence d'une conception qui était trop dangereuse. Pas de possibilité de se sauver
au décollage. Et pour Columbia, la faiblesse, c'était la rentrée dans l'atmosphère dans laquelle il y a une énorme chaleur qui est produite. Et il y a eu un problème de protection thermique, des tuiles qui avaient été abîmées au décollage, et la navette s'est disloquée en rentrant dans l'atmosphère. Et ça illustre aussi les enjeux et les difficultés que doit faire face Elon Musk avec Starship. Ouais, ce que j'allais dire, c'est qu'on se rend compte là avec Starship que c'est le même problème. Parce que autant le premier étage, là, le super booster qui est récupéré par les chopsticks, là, c'est incroyable. Là, je ne sais pas si vous avez vu les images. Mais bon, le premier étage, c'est quoi? C'est un immeuble de 15 étages ou 20 étages, je ne sais plus combien. C'est massif, qui est rattrapé par les 2 bras du pas de tir en vol quand il revient. Et cette partie-là paraissait un peu étonnante, je me rappelle, quand il y a eu le design de la fusée. Mais en fait, le plus gros problème, c'est plutôt l'étage supérieur qui part en orbite. Et quand il revient, eh bien, il faut arriver... alors là, il n'a même pas fait de vol orbital, mais il faut déjà arriver à le... Il revient dans l'atmosphère, et là, ça chauffe fort. Il faut garder le contrôle de trajectoire, il faut maîtriser les ergols pour rallumer les moteurs, et tout ça, ça fait des images... Déjà, ça fait des images fabuleuses. Hein, les images de rentrée de Starship dans l'atmosphère, avec le plasma qui s'écoule et qui se forme autour. Ah, c'est beau, ouais. C'est extraordinaire. Mais ça illustre aussi la difficulté de revenir se poser, d'avoir un système de protection thermique. Ça, je pense que c'est... Là-dessus, il y a eu énormément de changements déjà de design depuis le début. Elon Musk pensait qu'il n'aurait pas besoin de mettre des tuiles. Finalement, il est obligé de mettre des tuiles de céramique, un peu comme sur la navette. Et ces tuiles, elles se détachent au décollage, parfois elles se décrochent. Il y a des problèmes aux jointures, des petites ailettes qu'on voit là. Il y a clairement des problèmes d'écoulement à ce niveau-là. Les ailettes, on les a vues rougir sous l'effet de l'échauffement, et l'acier, c'est de l'inox, à fondre, c'est incroyable. Bon, ça a tenu. Bon, après, l'explosion a donné des belles images aussi. Hein. Et c'est des moments où Elon Musk n'était pas du tout là pour s'occuper de SpaceX. On l'a vu dans l'actualité, plutôt dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Et on peut se demander si la distraction entre guillemets, que lui donne Donald Trump et son début de présidence ne l'éloigne pas de sa conquête spatiale. De sa conquête spatiale et de ce qui était quand même paraître son premier objectif. Est-ce que SpaceX peut avancer sans Elon Musk? Est-ce que Elon Musk peut couler SpaceX? C'est des questions auxquelles on n'a pas de réponse, mais pour le moment, le principal ennemi de SpaceX, c'est peut-être Elon Musk. C'est peut-être qu'avec une concurrence qui est quand même très loin derrière. Ça relance la question de savoir si SpaceX serait SpaceX sans Elon Musk. Si Elon Musk était parti de SpaceX, par exemple, il serait probablement resté avec Falcon 9 et Falcon Heavy et leur Starlink. Et puis voilà. Et comme lui qui impulse cette idée d'aller toujours plus loin, plus haut, plus vite, très vite. Donc on revoit un peu le retour des plans martiens. Vous êtes pressés d'arriver sur Mars, messieurs. Terminons d'abord notre tour d'horizon des fusées qu'on voit ici. Les Américains ne sont pas les seuls à envoyer des fusées dans l'espace. Il y a plein d'autres pays, notamment la Chine et l'Europe. Où en est Ariane? Ariane 6, il n'y a pas vraiment de différence. Enfin, si, il y a des différences, mais Ariane 6, elle n'est pas réutilisable. Elle a 2 boosters latéraux ou 4, mais la poussée à peu près... elle est dans la même gamme que la Falcon 9. C'est juste une Falcon 9, mais pas réutilisable. Donc, et plus cher. Et plus cher. L'intérêt, c'est qu'elle permet à l'Europe d'être indépendante. Et on l'a vu aujourd'hui, ça, c'est pas anecdotique quand même. On va dire, même s'il y a quelques années, quelques esprits chagrins pouvaient se dire à quoi ça sert de faire des fusées européennes plus chères, etc. On voit aujourd'hui que, bon... Ça rappelle à tous les Européens, en fait, quel était l'intérêt de faire Ariane. Exactement. Ariane 1, au départ, le programme a été lancé par l'Europe. Quand le premier satellite de télécommunication franco-allemand, Symphonie, on a voulu le lancer avec une fusée américaine. À l'époque, il n'y avait que les Américains qui pouvaient proposer ce service-là. Les Américains ont dit, d'accord, on vous lance votre satellite, mais vous n'avez pas le droit de l'exploiter de manière commerciale. C'est-à-dire que les Européens se sont dit, OK, on va faire des satellites, mais on ne va pas les utiliser de manière commerciale. Donc on sera réduit à jouer un rôle de dominé. Donc Ariane a été lancé pour donner à l'Europe cette autonomie, cette capacité de lancer des satellites de manière autonome. Et aujourd'hui, c'est vrai, avec le retournement stratégique de Trump qui s'éloigne de l'Europe, ça devient encore plus nécessaire qu'avant d'avoir en Europe un moyen de gérer cette autonomie, à la fois pour les satellites qui sont stratégiques, les satellites Galileo, les satellites de télécommunication. Pour l'Europe, c'est indispensable d'avoir un lanceur. Vous y croyez, ça, tous les deux, une fusée réutilisable, un lanceur réutilisable européen? Oui, ça va arriver. Le premier objectif de l'Europe, c'est d'avoir un lanceur fiable.
c'est d'avoir un accès à l'espace fiable. Après, le réutilisable ou être compétitif financièrement, c'est un bonus, mais je pense que l'Europe, de la manière qu'elle est prête à rajouter de l'argent à la défense, a bien compris qu'un accès à l'espace indépendant, c'était quand même la priorité. Stratégiquement. L'Europe abandonnera pas Ariane 6 pour une fusée réutilisable tant qu'elle ne sera pas certaine d'avoir un réutilisable qui fonctionne. Et comme tu dis, je pense qu'il n'y a pas de raison que l'Europe n'y arrive pas. La Chine essaye aussi, la Chine copie Falcon 9, essaie de faire son réutilisable aussi. La Russie, c'est peut-être un peu plus compliqué. C'est le sens de l'histoire de faire du réutilisable. On voit bien avec SLS aux États-Unis, il y a de fortes chances pour que le programme SLS soit abandonné. Une énorme fusée comme ça qui coûte aussi cher, qui paraît utilisable, c'est le. Alors SLS, parlons-en. SLS, c'est la NASA qui continue à faire ses propres fusées. Pourquoi? C'est la fusée de conception NASA fabriquée par les industriels américains. C'est fabriqué par Boeing et Lockheed Martin. Industriel, traditionnel. Oui, traditionnel. Le old space, comme le old space, c'est avant les industriels d'avant SpaceX. Et l'idée, c'est pour avoir une fusée hyper puissante, ils ont repris les éléments de base de la navette spatiale. Donc les boosters, sur les côtés, les boosters à poudre, ont été rallongés, mais c'est à peu de choses près, ceux qui étaient des deux côtés du réservoir central de la navette. Le corps central, pareil, revêtement orange, là, c'est le même isolant thermique qu'il y avait sur le réservoir central sur lequel était collée la navette. Les moteurs, 4 moteurs géants en bas de la fusée, qui étaient les moteurs réutilisables de la navette. Donc c'est les moteurs qui étaient incroyables, qui ont volé, pour certains d'entre eux, plus de 25 fois, sur les 4 navettes. Et là, on les transforme en moteurs jetables, sur une fusée qui vaut des milliards de dollars. Donc on est complètement en train de changer de logique. On fait du jetable avec du réutilisable, qui en plus coûte beaucoup plus cher que n'importe quel autre lanceur. Et là, en fait, l'enjeu, c'est d'avoir une fusée assez puissante pour envoyer des astronautes vers la Lune. On voit la capsule au sommet avec surmontée d'un petit pic. Cette pic, c'est la survie des astronautes au décollage. Dès que vous voyez une fusée avec une petite pointe comme ça veut dire que c'est pour renvoyer des gens. Au-dessus de la capsule, c'est la tour d'échappement. C'est les micro-fusées qui décollent et qui extraient la capsule si jamais la fusée explose au décollage. Donc ça, c'est la technique années 60. On la retrouve sur Saturn V, on la voit sur SLS. SLS fonctionne, mais est très très cher. S'il faut dire les choses un peu crûment, le SLS, c'est un peu le programme qu'on a mis en place sans très bien savoir pourquoi on le faisait exactement, pour biberonner toute l'industrie qui faisait avant les lanceurs américains, la navette, etc. Il fallait bien leur donner quelque chose à faire. Il n'y avait pas vraiment besoin d'une énorme fusée pour aller vers l'ISS, donc la Station Spatiale Internationale. Il n'y avait pas de programme pour aller vers la Lune, pas de programme pour aller vers Mars. Donc on a lancé un peu le programme Constellation pour aller vers Mars, qui a été transformé en programme Artemis pour aller vers la Lune. Donc il fallait faire une capsule et un gros lanceur pour aller avec ça. Et tout ça a été développé, mais sans réel... Enfin, on voit, il y a eu des va-et-vient d'objectifs, des redéfinitions techniques. Tout ça s'est fait un peu... la capsule est faite Orion, est faite par les Américains, mais le module de service est fait par les Européens. Enfin voilà, c'est un peu vraiment l'espace à l'ancienne, beaucoup de collaboration et pas d'objectifs, on va dire. Il n'y avait pas la course à la Lune... URSS, États-Unis, qui jouait le rôle d'énormes moteurs. Donc c'est un peu revenu avec la Chine qui veut poser un taïkonaute. Donc du coup, voilà, le programme Artemis. Et donc, ça revient quand même, on peut le dire. Ça revient un peu. Il y a eu une période d'errance du spatial. D'ailleurs, on envoyait des robots. L'idée de renvoyer des êtres humains revient en force. On n'a jamais arrêté d'envoyer des êtres humains, mais on les a envoyés en orbite basse. Ils étaient dans la banlieue. Voilà. Ils étaient autour de la Terre. Sur l'ISS, qui est très proche de la Terre. L'ISS, c'est 400 km, donc c'est Paris-Bordeaux. Voilà. Mais avec Starship, on peut aller vers la Lune, on peut aller vers Mars, potentiellement, on peut imaginer. Oui. Et il y aller, mais c'est en revenir. Alors, messieurs, lesquelles de ces fusées ont pour vocation, réelle ou fantasmée, en tout cas pour objectif, d'aller plus loin même que la Lune? Puisqu'Elon Musk en parle, il dit toujours, en 2029 et 2031, on enverra des hommes sur Mars. Avec quel lanceur, avec quelle fusée il compte faire ça? Pour le moment, il n'y en a qu'un, c'est Starship, parce qu'il est conçu dès le départ pour être capable de faire ça. Sachant que pour l'instant, tout ce qu'il a fait, c'est se désintégrer dans l'atmosphère sans avoir été mis en orbite. Donc c'est le seul qui est prévu pour faire ça, et c'est le seul qui pour l'instant, on va dire que ça va être trivial, quoi. Voilà, c'est pas encore au point. C'est pas encore au point et ça va être très compliqué. Et cela dit, le vol test numéro 10 s'est globalement bien passé. Bon, alors vous avez répondu en avance à la deuxième question. Est-ce que vous y croyez pour 2029? Non, jamais, non. C'est impossible. Non, même déjà, est-ce qu'ils vont réussir à aller sur la Lune avant les Chinois? C'est pas sûr. Parce que la fusée lunaire chinoise, elle est
elle reprend une architecture, pour le coup, très classique et proche de celle de SLS, avec une capsule au sommet d'une fusée, un vaisseau qui va servir à faire le transport vers la Lune et qui va ramener la capsule vers la Terre, et avec un petit module qui va rester se poser sur la Lune. On est vraiment dans une architecture Apollo. Les Chinois, ils n'ont pas de ce côté-là l'intention de tout réinventer. Ils savent ce qui marche, ils savent ce qui est efficace. Ça, c'est le plan de Blue Origin aussi, à peu près. Blue Origin aussi, je pense que Jeff Bezos, il voit plus loin que l'orbite terrestre. Sa vision à Jeff Bezos, c'était plutôt des grandes villes en orbite ou des espèces de grandes stations. Quand Musk parlait d'aller coloniser Mars et de faire des villes sur Mars, Bezos, lui, envisageait plutôt des espèces de grandes stations à gravité, qui tournent sur elles-mêmes pour générer une forme de gravité, etc. Pas forcément sur une planète ou sur la Lune. Voilà, exactement. Après, l'un comme l'autre, à ce jour, ça reste autant de la science-fiction dans un cas comme dans l'autre, et à peu près aussi utile dans un cas que dans l'autre. Mais bon, après, c'est des visions, quoi, donc ça fait rêver. Et ça porte le marché. En fait, il y a un changement qui est majeur. Si on arrive un jour à avoir une fusée totalement réutilisable, qui peut redécoller après avoir fait le plein, ça va encore diviser les coûts d'accès à l'espace. Et ça change tout. Parce que c'est-à-dire qu'on peut imaginer des applications, on peut imaginer des satellites nouveaux qui ne seraient pas rentables aujourd'hui. Ça ouvre un monde nouveau avec des applications spatiales qu'on n'imagine pas parce qu'elles seraient trop chères. Donc en fait, les idées de villes en orbite, pourquoi pas, si on arrive à faire une fusée réutilisable et qu'on va aussi facilement en orbite qu'on va aujourd'hui à New York en avion. Pour revenir sur l'exploration planétaire, on peut imaginer même le SLS avec une capsule Orion, envoyer des astronautes faire un tour autour de Mars et revenir. Ça, c'est un truc qui est envisageable, qui serait déjà, je pense, quelque chose sur le plan de symbolique. Voilà, même un tour autour de Mars et revenir, avec des êtres humains à bord, ça n'a jamais été fait. Ça présente strictement aucun intérêt scientifique. C'est dangereux pour les organismes. C'est des gens qui reviendront probablement avec un risque très accru de développer un cancer plus tard. À cause des rayonnements pendant le voyage. À cause des rayonnements reçus pendant le voyage. Mais c'est possible techniquement ? Techniquement, avec Orion, ça ne doit pas être possible, parce que je ne pense pas que la rentrée atmosphérique doit être un peu plus rapide que pour un aller-retour vers la Lune, mais ce n'est pas drastiquement différent. Il y a moins de différence entre aller vers Mars et en revenir, et aller vers la Lune et en revenir, qu'aller vers la Lune ou aller vers l'ISS. Je ne suis pas d'accord, il y a quand même un voyage... Je parle juste sur le plan de la rentrée atmosphérique. Oui, mais après, il faut les provisions, il faut... Oui, après, il y a d'autres défis. Après, ça veut dire un voyage de 8... en gros, je crois que c'est... 6 mois. Ouais, les idées, c'est que ça prendra au moins 1 an et demi, quoi, de faire l'aller-retour, a priori. Alors ça, c'est 1 an et demi, c'est si on se pose sur Mars et qu'on revient. Peut-être un an en y allant et en revenant, en faisant juste une orbite autour de Mars. Alors c'est plutôt 2 ans, l'aller-retour, parce qu'il faut avoir le bon créneau de rapprochement entre la Terre et Mars. Tu peux tout faire en 18 mois, si je dis pas de bêtises. Et si on veut tout faire dans la même fenêtre, on peut tout faire en 18 mois, c'est 18 ou 20 mois. Et voilà, et ça, pourquoi pas, on peut l'envisager avec une capsule, encore une fois, si on ne fait pas de la sécurité des astronautes une priorité, déjà, on peut y aller, parce qu'il n'y a pas besoin d'énormes boucliers. Bon, on essaiera de faire un truc un peu blindé pour éviter qu'ils prennent tous les rayonnements, mais si on veut le faire vite, voilà, s'il faut s'en protéger, il faudrait des énormes boucliers ou des trucs gonflables avec de l'eau. Enfin bon, il y a différents projets si on veut préserver la santé des gens, mais si on dit que c'est pas important qu'ils signent une décharge et on y va. Si je vous comprends bien, ce qui limite aujourd'hui la conquête spatiale, c'est la préoccupation pour la vie humaine plus que la technologie ? Après, si on envoie des astronautes à la surface de Mars, il faut les faire revenir. Hein. L'homme, c'est le point fragile du dispositif. Ouais, clairement. C'est pareil pour la Lune. C'est un miracle que les missions Apollo, il n'y ait pas eu de mort pendant les missions qui se sont posées sur la Lune. On ne s'est pas passé loin avec Apollo 13, et les risques sont bien plus élevés pour un voyage vers Mars. Envoyer des choses sur Mars, on l'a fait. Il y a plein de rovers, une demi-douzaine de rovers à la surface de Mars, dont des gros rovers, les rovers Persévérance, qui vont être d'un 4x4. Voilà, on les pose sur Mars, je peux dire de manière... Comment on fait ces courses ? Il n'y a que la NASA qui sait faire. Personne ne sait faire le bouclier thermique. La Chine l'a fait une fois. On sait le faire, le problème c'est d'en revenir. Alors en revenir, techniquement, il n'y a pas de gros verrou à le faire. C'est une question d'argent, ça coûte cher. Donc ça coûte cher de ramener déjà 1 kilo de roche. Donc ramener un être humain de 80 kilos et a fortiori 2 ou 3 êtres humains. En bonne santé. À bord d'un vaisseau, sécurisé, etc. Bah oui, c'est compliqué.
Et je suis pas certain que même les États-Unis, même Trump, soient totalement prêts à envoyer des astronautes et à les laisser sur place, à les regarder mourir à petit feu depuis la Terre ou à les abandonner. Je pense que le traumatisme serait... L'aller simple sera jamais acceptable pour la NASA et probablement pas même pour Trump. Ouais. Oui, je pense que c'est même pour l'humanité de manière globale. Je pense que on n'accepterait pas de laisser mourir des... Voilà, les simples, pour que tout le monde comprenne, ça veut dire on envoie des gens sur la planète et ils y restent. Ouais. Et ils y meurent. C'est le projet Mars One. Mars One, c'est ça? Mars One ou Mars 500? Mars 500, c'était 500 jours sur Mars. Non. C'est Mars One. Ouais, mais qui était pas loin d'être une escroquerie. Mais... Oui, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait des gens qui avaient... Il y avait plein de volontaires, en tout cas. Les gens étaient prêts à le faire. Alors après, il n'y avait pas de fusée, pas de projet. Donc du coup, entre guillemets, c'est facile d'être volontaire à quelque chose dont on pense qu'il se n'arrivera pas. Le jour où il faut monter, pas trop de risques. Voilà, le jour où il faut monter dans la fusée, je pense que c'est quand même... Mais alors, est-ce que des sociétés privées, comme SpaceX, comme Blue Origin ou comme d'autres, ne seraient pas plus enclines à prendre ces risques-là par rapport à des agences d'État qu'on peut l'imaginer, en tout cas une responsabilité supérieure? Clairement, c'est le programme, c'est l'idée de Musk. Hein, c'est une fois que Starship est opérationnel, prouvé. Une prime de risque, il n'attendra pas la NASA avant d'envoyer une mission vers Mars, avec peut-être des astronautes à bord. Il le fait avec la NASA parce que la NASA subventionne un peu ça lui permet de subventionner une partie du développement de Starship, mais clairement, Elon Musk ne dépend pas intégralement de la NASA actuellement. Quand il s'est développé, la question pouvait peut-être se poser un peu, il a peut-être été sauvé par la NASA, mais aujourd'hui, voilà, il a quelques gros contrats avec la NASA dans le cadre d'Artemis, c'est quelques milliards, mais c'est une fraction, a priori, du développement de Starship. Et après, la question à 1000 €, c'est est-ce que... 1000 € dans le spatial, Tristan. 1 milliard d'euros. Voilà, merci. La question à 1 milliard, c'est est-ce que Musk... Et là-dessus, je sais qu'avec Cyril, on ne sera pas forcément d'accord. Enfin, en tout cas, est-ce que Musk a SpaceX pour aller vers Mars comme il le prétend, et c'est son premier objectif, son unique objectif, et le développement de Starship est plutôt un argument en faveur de cette mais c'est pour vision-là. C'est pour ça qu'il a créé SpaceX. Hein. Oui, non, mais je sais, c'est officiellement. Sauf qu'en fait, quand on voit qu'après tout l'effort qu'il a fait pour Starlink, et que finalement dans le Starship, le vaisseau Starship le premier truc qu'il a fait, c'est une porte pour pouvoir envoyer ses Starlink comme un distributeur pèse là. Des petits bonbons colorés, ouais. Pour en envoyer 200 comme ça. Il perd jamais trop de vue son Starlink, sa constellation Starlink, qui délivre de l'internet à haut débit, qui est beaucoup plus terre à terre, et qui est censé devenir une énorme cache machine. Et je dis pas que Mars c'est pas son rêve, mais est-ce qu'il y croit complètement? Est-ce que c'est pas aussi une manière de... Je pense qu'il est obsédé par ça. Moi, je pense qu'il est obsédé par ça et que tout le reste n'est qu'un moyen pour y arriver. Son obsession, après, son obsession, c'est d'aller sur Mars pour échapper aux IA qui vont prendre le contrôle de l'humanité, qui représentent une menace pour l'humanité. IA dans laquelle il investit de l'argent. Ah, franchement, c'est... c'est un peu schizophrénique. Ah ouais, on prenne qui pourra, quoi. Donc c'est vrai que dès qu'on essaie de raisonner un peu de manière rationnelle avec Musk, on est un peu perdu. Mais dans les années 2000, quand il veut créer SpaceX, c'est parce qu'il est allé voir les acteurs du spatial en disant je veux aller sur Mars, qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'envoyer sur Mars? Et tout le monde lui a rayonné en lui disant mais non, on peut rien faire, on peut pas aller sur Mars, c'est trop compliqué. Il a cherché à acheter des fusées russes pour envoyer des sondes sur Mars. Pareil, il s'est rendu compte que c'était trop compliqué. Et donc il a créé SpaceX. Enfin, et je crois pas que ça soit vraiment de la légende. Hein. Je remets pas en cause le rêve. Je m'interroge parfois sur est-ce que Elon Musk croit vraiment... Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il annonce. Oui, voilà, exactement. On le voit, sa manière d'annoncer des plannings. Est-ce qu'il est dupe lui-même de son propre exactement. Bluff? Alors, moi, je pense qu'il n'est pas bluff. dupe. Hein, je dis pas bluff, mais est-ce qu'il est dupe lui-même de sa propre capacité à... Voilà, quand il annonce des plannings, typiquement, est-ce qu'il y croit ou est-ce qu'il sait qu'ils sont intenables? Mais c'est pas grave, parce qu'en annonçant ce planning-là, quelque part, il donne un cap, un but, et personne ne peut lui enlever ce qu'il a réalisé dans le spatial. Il a révolutionné le spatial à lui tout seul, quasiment. Enfin, je veux dire, il a des excellents ingénieurs, etc. Il n'est pas tout seul, évidemment, mais je veux dire, il a quand même créé un élan. Voilà. Il a un rôle incroyable, parce que c'est lui qui prend les risques. C'est lui qui fait définir des choix qui sont risqués dès le départ, et qui est prêt à mettre des milliards pour développer des choses dont on n'est pas sûr que ça va fonctionner. Enfin, et aujourd'hui, aucune autre entreprise n'a ce genre de folie industrielle. Enfin, même Blue Origin, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est le New Space dans les habits de l'ancien. C'est plus prudent, c'est plus lent,
Et ça va lent. peut-être réussir aussi. Et messieurs, on va terminer par cette question. Est-ce que vous, la conquête de Mars, vous y croyez? Tout dépend à quelle échéance. Moi, j'y crois. J'y crois parce que je pense que c'est dans la nature humaine d'avoir envie d'aller toujours plus loin. On allait vers la Lune. Et Vénus, ce sera compliqué parce qu'il fait 500 degrés à la surface et il fait la pression qu'il y a au fond de l'océan. Donc ça paraît inatteignable. Donc je pense que assez naturellement, on posera un jour le pied sur Mars, ne serait-ce que pour le faire. Je ne pense pas que ça représente spécialement un intérêt particulier. Je ne suis pas très convaincu qu'on devienne une espèce multiplanétaire. Je pense qu'il vaut mieux préserver la Terre qu'aller essayer de terraformer Mars, mais à la rigueur, pourquoi pas. Mais oui, je pense qu'on le fera. Après, est-ce qu'en 2029, non 2050, j'ai des doutes. Cyril, est-ce qu'on le fait? Un voyage dans lequel on double ou on triple ces risques de cancer mortel, Au-delà de ça, je pense qu'on verra des êtres humains mourir ou sur Mars ou dans les tentatives d'aller vers Mars. Eh bien, messieurs, merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve très vite pour ce prochain numéro du Planétarium du Figaro.